Alors, je vous souhaite la bienvenue pour cet après-midi en français où on va vous présenter justement les outils, enfin comment faire de l'archivage numérique avec les outils de DocuTeam. La présentation sera, alors, voilà, la présentation sera donnée par moi-même, Gilliane Kern. Alors moi, j'ai vraiment la posture archiviste, hein, je ne suis pas du tout technique et je vous parlerai des aspects plutôt archivistiques des outils et je serai accompagnée de Raphaël Barmont. Je te laisse dire 2-3 mots sur toi, Raphaël. Bonjour tout le monde. Du coup, moi, je suis archiviste informaticien à Yverdon et moi, je parlerai plutôt du côté technique de tout ça. Voilà. Les objectifs de la présentation de cet après-midi, c'est déjà que vous vous familiarisez un peu avec les outils de DocuTeam pour l'archivage électronique. Vous seriez même au terme de notre présentation de pouvoir prendre en main des outils qui permettent de faire du tri et de préparer des paquets pour, de préparer vos boîtes d'archives si on veut, mais au niveau numérique. On aimerait aussi que vous compreniez un peu ce qui se passe derrière, dans les caves, dans les dépôts d'archivage numérique. Et puis, surtout, in fine, on aimerait bien démythifier un peu tout ce monde qui a l'air très normé. On entend beaucoup parler des AD, de prémices, de métadonnées, de tout ça. Juste dire, mais en fait, ça se fait tout seul. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, DocuTeam Cosmos, les outils DocuTeam Cosmos, qu'est-ce que c'est? Alors, par contre, il faut juste... Enfin, ça vous va avec la petite souris ou vous voulez que je mette un joli pointeur? Parce que ça, je n'ai pas regardé où était le petit pointeur. Mode présentateur. Je ne sais pas si c'est ça qui fait le... Non, il ne faut pas que je fasse des bêtises. Ah, c'est ça, pointeur laser, c'est bon. Ah, j'ai un super pointeur laser. Donc, les outils de DocuTeam Cosmos, vous les trouvez simplement à cette adresse ici. Notamment, on va vous montrer DocuTeam Packer, on va vous montrer Feeder, Fedora Commons, et puis après, on vous montrera avec Atom. Donc, je vous ai dit que vous les trouviez sur le site web de DocuTeam. Si vous allez, il y a une petite page de présentation sur le site web de DocuTeam, et si vous tapez docs.docuteam.ch, alors, c'est tout nouveau, c'est en français, c'est encore du français, pas forcément très joli, mais enfin, on essaiera de nous améliorer. Par exemple, ce DocuTeam Packer, vous pouvez simplement, en allant sur ce docs.docuteam.ch, ici, installation, vous cliquez là-dessus et vous installez la dernière version. Ici, vous choisissez votre système d'exploitation et vous pouvez directement l'avoir sur votre poste. Donc, voilà pour DocuTeam Packer. Donc, en gros, les outils, on suit un peu la norme de le modèle OAIS pour l'archivage électronique. On a des outils, enfin, on va peut-être commencer par ce qui parle plus aux archivistes. Nous avons ici une cave où on va mettre nos boîtes d'archives, n'est-ce pas? Elle s'appelle Fedora Commons. Nous avons ici l'entrée dans la cave où on va vérifier que nos boîtes d'archives n'ont pas de champignons, pas de moisissures, que le papier thermique a bel et bien été photocopié, etc. Donc ça, c'est ce qui va se passer au niveau de la boîte, au niveau informatique. Mais avant, on aimerait bien que notre classeur qu'on veut mettre aux archives, il ait un petit peu une gueule de pas classeur en vrac avec des feuilles qui partent partout, mais qui ressemble un petit peu à quelque chose, qu'il ait une étiquette parlante sur la tranche, etc. Donc, on va commencer par regarder cet outil-ci, et puis après, pour consulter ce qui est dans notre local d'archives, on a l'outil d'inventaire qui permet de consulter ça. Ça peut être Atom, ça peut être l'outil de DocuTeam WebGate, on va vous parler plutôt d'Atom. Ça peut être votre propre système de gestion d'archives, si vous avez Scope, si vous avez un autre système. Donc voilà. Donc on va commencer, je vous ai dit, par ce premier bloc ici, donc de DocuTeam Packer. Comment transformer une arborescence ou un vrac en paquet, comment transformer votre classeur, si je reprends la métaphore du classeur, en un classeur joli avec une jolie étiquette. Donc, c'est cet outil DocuTeam Packer. En quelques mots, c'est une application qui est open source, qui a été développée par DocuTeam et qui permet à l'archiviste ou alors au producteur des données de transformer des arborescences bureautiques, donc de style système de fichiers, en boîte pour mettre dans les archives. Dans le jargon, on entend souvent parler de SIP. Je vais essayer de pas trop vous parler jargon, sinon coup vous comprenez. Enfin, sinon coup il y a trop de jargon, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Ouh, je suis perdu.
C'est une installation qui s'installe en local sur votre poste et qui n'a pas besoin d'Internet pour fonctionner. Donc vraiment, vous l'installez comme du Word, comme du Excel et vous pouvez l'installer chez vous. Je vais vous montrer comment le faire tout à l'heure. Pour ceux qui lisent la littérature archivistique française, vous avez peut-être entendu parler d'Octave. Octave, c'est un autre nom pour DocuTeam-Packer. Enfin, c'est la dernière version de DocuTeam-Packer, mais ils l'ont appelé différemment parce qu'ils aiment bien leur propre nom, qui permet de créer des paquets avec les formats français, donc notamment CEDA 1 et CEDA 2. Donc concrètement, je vous ai dit, DocuTeam-Packer, ça permet de créer donc, nos classeurs qui ne sont pas très beaux en quelque chose de beau, mais ça va être en fichier zip qui contiennent dedans tous les fichiers numériques que vous voulez, que ce soit des PDF, que ce soit des courriels, que ce soit enfin, les fichiers que vous avez envie de préparer. Donc, il y aura d'un côté les fichiers eux-mêmes et de l'autre côté, vous aurez les métadonnées qui seront dans un fichier XML avec des métadonnées descriptives en EAD et puis avec des métadonnées plutôt techniques, prémices. Alors là, je suis très consciente que je vous parle du jargon. J'espère qu'au terme de la présentation, vous aurez vu concrètement ce que ça donne. Et puis, on peut paramétrer aussi l'outil, le fonctionnement de l'outil selon les préférences que vous avez chez vous. Donc là, on va utiliser un peu l'outil configuré de base, mais sinon, vous voulez d'autres noms pour les niveaux de description ou autres, c'est toujours possible de paramétrer. Donc, pour faire, on va maintenant donc créer la boîte que je vais ensuite donner pour mettre dans notre local d'archives. Pour ça, il faut commencer par trouver un vrac numérique, enfin un projet que vous voulez archiver. Ça tombe bien, j'en ai trouvé un. Il est ici. J'espère que vous voyez mon écran toujours. Donc, projet d'archivage. Et on va ouvrir Packer. Alors, Packer, je vous ai dit qu'il faut l'installer en local. Je l'ai installé en local. Je suis en train de l'ouvrir. Vous avez une fenêtre qui va venir. Voilà. Ça ressemble à ça. Bon, c'est pas très impressionnant, vous allez me dire. Et en plus, il n'y a rien, à part 2-3 trucs. Ici, vous avez une chose qui s'appelle paquet. Donc là, grosso modo, c'est ma table. C'est la table où je vais poser mon classeur d'archives et que je vais préparer. Enfin, mon classeur que je vais mettre aux archives. Donc, je vais maintenant ouvrir le classeur que j'ai envie. Donc là, il n'y a rien sur ma table. Il faut que je prenne quelque chose de nouveau. Alors, je vais aller chercher ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il était sur le bureau. Là, c'était ce projet archivage. Je l'ouvre. Il faut aussi que je précise ici où est-ce que j'aimerais mettre le paquet que je suis, final, parce que ça, c'est la magie du numérique, c'est que mon classeur, il va pas se tromper. Enfin, je peux garder le classeur d'origine tout en ayant déjà la boîte finie. Donc, en fait, je veux les avoir au même endroit. Donc, je dis OK. Et puis, là, vous voyez, il va me falloir un petit peu de temps pour charger, mais ça va pas prendre tant que ça. En attendant, je vous montre ce que contient bel et bien le paquet que je suis en train de charger. Donc, c'est un projet d'archivage. Ici, on voit qu'il y a des fichiers, ici, des images, il y a des PDF, il y a des Excel. Si j'ouvre, on voit que là, il y a un fichier zip compressé. Le paquet s'en vient. On va pouvoir tout de suite... je vois que ça arrive. Je le mets ici. On va continuer de parler. Là, je vois qu'il y a des versions de travail. Tiens, il y a des notes en fichier Xmind. C'est des cartes conceptuelles. Il y a des courriels. Donc, on voit qu'il y a un petit peu beaucoup de choses, mais voilà, ça a quand même une certaine gueule. Alors, ça, c'est ce qu'il y a dans ce fichier d'origine. Maintenant, voilà comment ça donne avec Packer. Donc là, je vous avais montré l'interface au début. Donc, mon Packer, c'est ça. Donc, il y a exactement ce que j'avais ici dans mon fichier de démo. On le retrouve là. Alors, quel est l'intérêt d'ouvrir Packer par rapport à ça? C'est que vous voyez tout de suite ici sur le côté, il y a des choses en plus. Notamment, si je viens ici sur mes images, là, on voit qu'il y a des informations sur, c'est écrit JPEG sur l'image, mais quel format de JPEG? On retrouve par exemple cette information ici. On peut voir aussi en aperçu. Alors, de nouveau, on pourrait aller dans le fichier, dans
dans l'arborescence pour voir, mais là, ça permet aussi de voir rapidement sans avoir à double-cliquer sur l'image. Alors, ça ne marche pas pour tout, vous voyez, ça marche pour les images, mais pas pour les Excel. L'autre chose aussi qui peut être intéressant, c'était, alors, il faut que j'ouvre au bon endroit. Ici, j'ai un PDF, par exemple, on voit que ça écrit PDF. Là, j'avais un autre PDF, mais vous voyez que ce n'est pas le même PDF. Pourtant, à la base, rien ne distinguait PDF de PDF, mais on voit qu'ici, c'est en PDF A, alors qu'ici, c'est en PDF standard, PDF 1.4. Donc ça, l'application permet tout de suite de reconnaître. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire aussi toujours dans ce packer? Vous me dites aussi, j'espère que je ne suis pas trop petit avec le partage d'écran. Alors, mon classeur, quand je l'ai sous la main, là, je vois tout de suite que j'ai des onglets qui apparaissent dans mon classeur. Alors là, je peux aussi dire, je peux mettre des niveaux en disant, là, j'ai mon classeur, c'est en fait un dossier. Et puis dessous, là, ça serait un sous-dossier, par exemple, l'onglet. Et là, j'aurais des documents. Alors, on peut le faire manuellement pour chacun. On peut aussi se mettre sur la racine et puis attribuer des niveaux par niveau hiérarchique. Donc là, la machine va comprendre quels sont les niveaux de description de mon paquet, ce qui n'est pas possible de faire dans l'arborescence de fichiers, sauf si on écrit à la main dans l'arborescence. Alors là, j'ai dit qu'a priori, le premier niveau, c'est le dossier. Ensuite, le deuxième niveau, c'est les sous-dossiers. Et puis, troisième niveau, a priori, c'est les documents. Après, on va voir si c'est bien le cas partout. Là, on voit typiquement, il y avait ce machin version de travail. Mais ça, j'ai pas besoin. C'est des papiers corbeilles. Je peux le supprimer. Alors, je peux mettre clic droit et je peux simplement supprimer ça et tous les descendants. Là, il y avait... Ouais. Voilà. On voit aussi, je ne sais pas si vous avez vu ici, il y a ces sortes de grosses barres. On voit que dans ce truc formation, il y a quelque chose qui pèse énormément. Ah tiens, surprise, c'est un film. Il est énorme. Mais moi, je n'ai pas la place d'avoir autant de... Enfin, je veux des paquets, mais je n'ai pas forcément besoin d'avoir des films dans mon paquet. Alors, de nouveau, je peux dire, je peux le supprimer. Et puis, il me dit oui. Et là, donc, on voit que les masses, elles sont plutôt grandes à tel endroit. Ici, on voit aussi, j'avais dit que c'était des sous-dossiers au deuxième niveau. Non, là, c'est des documents. Alors, je peux changer, je peux dire non, c'est documents. D'ailleurs, ces documents, tu peux me les mettre là. Ce truc offre, je ne peux pas l'appeler offre, je peux le renommer. Et puis, on va l'appeler comme ça. Voilà. Oh, magie, ça se renomme. Si je viens maintenant dans mon paquet, donc là, j'ai packer, où je suis en train de faire tout ce travail. Vous voyez que ça documente tout ici. Vous voyez qu'il y a eu plein de suppressions qui ont été faites. Ça correspond pas mal à ce qu'on a fait. Ici, vous voyez qu'il y a eu un renommage de fichiers qui ont été tracés. Et dans mon matériel où je suis ici, vous voyez qu'il y a... Il n'est pas là? Ah non, parce que je ne l'ai pas sauvegardé. Je vous recommande de sauvegarder régulièrement de votre travail. Je sais pourquoi. Non, attendez, je suis en train de faire une grosse bêtise. C'est pas celui-là que je voulais faire. Il faut que je sois sur mon bureau. Pourquoi je ne suis pas sur mon bureau? Voilà. Il est là. Donc là, on voit qu'il y a un fichier. Donc ça, c'est le fichier original que j'ai chargé. Et puis ça, c'est sur celui sur lequel je suis en train de travailler. On voit qu'il est aussi bloqué. Mais si j'ouvre ce paquet, on voit que là, il y a ce 0 coordination. Donc j'ai changé le nom. Pourtant, je n'ai pas ouvert mon arborescence. J'ai vraiment tout fait depuis ici. Donc si j'ouvre le formation, on voit qu'il n'y a plus de film, alors que tout à l'heure, il y avait un film. Donc ça se fait tout seul dans mon arborescence, dans ce fichier zip. Là, on peut aussi dire je vais retrier les choses dans l'ordre, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire beaucoup de choses. Il y a quelque chose aussi dans les suppressions qui est très, très intéressant. On peut dédoublonner. Donc là, si tout d'un coup, dans mon paquet projet d'archivage, on se rend compte qu'il y a 2 fois le même fichier, et là, c'est le cas, on voit qu'il a reconnu, pourtant, vous voyez que ce n'est pas les mêmes noms de fichiers. Il y en a un qui s'appelle 2020, machin chose truc, mais sur la base des sommes de contrôle des documents, il arrive à dire, mais c'est exactement la même copie, il n'y a pas de différence. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait sûr, alors j'ai vu qu'ils étaient ici, ces fichiers, si vous n'êtes pas tout à fait sûr que ce fichier Excel et celui-là sont les mêmes, vous pouvez simplement les ouvrir. Ici, on voit que ça a plus ou moins telle tête.
celui-là, il a aussi plus ou moins telle tête. Donc là, il a reconnu deux doublons. Alors après, je peux dire, mais en fait, celui-là et puis celui-là, tu peux les supprimer. Voilà, il a fait avec succès. Et de nouveau, si je viens voir ici, on voit qu'il y a eu ici des suppressions de doublons. Qu'est-ce que je peux encore vous faire avec mon petit classeur? Donc, je vous ai supprimé les doublons. On a un peu regardé les... Ah oui, je voulais encore décrire, parce que mettre une jolie étiquette sur mon classeur. Donc ici, si j'ouvre l'onglet description, vous reconnaissez un peu les métadonnées ISAG qui sont là. Donc je peux aussi faire de la description, autrement ça me reprend vraiment le nom des fichiers tels qu'ils sont sortis. Mais là, je pourrais déjà dire, bah, tiens, je vais mettre des dates, mon projet d'archivage, il est de 2015 à 2020 par exemple. Bon, l'importance matérielle, a priori, ça va calculer lui-même. Je peux donner le nom du créateur, alors comme ça, vous savez que c'est le prix de Lausanne. Contenu, on pourrait dire que c'est projet à l'occasion, un projet d'archivage, mais c'est déjà écrit dans le titre. À l'occasion de la 50e édition du prix. Je peux compléter, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez aussi mettre au niveau des documents si vous voulez, après ça fait beaucoup. Je vais continuer d'enregistrer mes paquets quand régulièrement. On peut soit enregistrer ici, soit CTRL-S, hein, donc comme dans tout outil bureautique standard. J'ai dit à Raphaël qu'il me coupe au bout de 10 minutes. Donc, comme j'ai pas l'heure sur la montre, tu viens Ça me fait couper quand... gentiment 10 minutes. Donc Ah bon, alors tu vas pouvoir gentiment venir me dire, tu dis peux donc, montrer un peu de Gilliane. maths, par exemple. Ah oui, je vais vous montrer maintenant. Enfin, donc j'ai un peu préparé. Je voulais aussi vous montrer qu'on pouvait... Enfin, là, il manquait un et, par exemple. Alors, je peux soit renommer ici. Alors ça, c'est vraiment... Je renomme le fichier lui-même. Donc, le petit fichier courriel. Mais je pourrais aussi très bien mettre le titre ici qui apparaîtra ensuite dans l'inventaire d'archives, fichier d'autorité, parce que c'est pas très joli ce truc tout répandu. Lauréat avec les dates ici, j'ai pris la date tout à l'heure, on pourrait prendre la date comme ça. Etc. Donc, en effet, je vais sauvegarder tout ça. Je trouve que maintenant, mon classeur, il a une jolie tête, en tout cas au niveau de ce packer. Ça donne quoi tout ça dans mon arborescence? Donc, on était parti au début de ça. Et après travail, vous voyez que j'ai eu quelques projets entre deux. Enfin, j'ai sauvegardé à chaque fois, comme ça, si jamais je peux revenir dans une étape antérieure. J'ai toujours mon petit dossier projet archivage, mais j'ai aussi une étiquette ici qui apparaît. Par contre, attendez, effet démo toujours, il faut toujours se méfier. Si on veut voir quelque chose, il faut que j'extrais le truc. Et puis, comme il va y avoir deux noms identiques, il ne va pas aimer. Voilà. Donc là, je vais regarder le fichier METS qui s'est créé tout seul. Hein. Vous avez vu que je n'ai pas créé de fichier METS pendant que je faisais mon petit travail. Et donc, vous avez une sorte de super étiquette qui est venue se coller à côté de ma boîte d'archives. Vous voyez aussi qu'ici, donc vous avez des métadonnées EAD où on voit que c'est écrit, ben, c'est un projet, enfin, on est au niveau dossier, que c'est un projet d'archivage, voilà les dates extrêmes, avec la description du contenu, projet à l'occasion de la 50e édition du prix. Donc, vous avez toutes ces métadonnées ISAG, mais converties en format informatique qui sont là. Et à la fin de mon fichier, de ma super étiquette, ce qui apparaît aussi, c'est qu'il y a des informations, donc les informations techniques. Hein, donc là, on a un Microsoft PowerPoint qui est de ce format-là. Moi, je ne connais pas ces formats, mais là, il me l'a fait tout seul, il l'a reconnu tout seul. Je vais peut-être aussi faire une recherche sur les fichiers que j'ai détruits, parce que voilà. Et là, on voit aussi, il trace que j'ai détruit en date d'aujourd'hui à 14h43. Il y a quelqu'un qui a mis le micro, ça résonne chez moi. On voit que j'ai détruit ici ce répertoire de version de travail avec ici un document Xmind.
c'est moi qui l'ai fait, c'est tracé. Alors, on n'aura plus le document XMite, mais on aura la trace que ça a eu existé et que maintenant, ça n'existe plus, en tout cas, plus dans ce fichier-là. Donc, ça fait le travail tout seul, même si je ne sais pas ce que ça veut dire prémisse, même si je ne connais pas EAD, on n'a pas besoin d'aller dans ce fichier XML pour préparer les choses. C'est vraiment par Packer que le travail se fait. Et puis, ben, la jolie boîte que j'ai, ça va être ce fichier zip que je vais pouvoir transmettre plus loin. Et donc, je te passe la parole, Raphaël, pour que tu puisses maintenant aller la déposer dans le local d'archives. Merci Gilliane. Alors, je vais aussi partager mon écran. Du coup, là, on arrive un petit peu justement dans cette deuxième partie. Donc, Gilliane nous a gentiment préparé un petit paquet d'informations à mettre dans notre local d'archives. Et donc, l'idée de cette partie-là est d'abord d'un petit peu regarder ce qu'elle nous a donné, de vérifier un petit peu l'intégrité, potentiellement de reconditionner un petit peu ce qu'elle nous a donné, parce qu'elle nous a donné beaucoup de formats, dont des choses qui n'étaient pas forcément très propices à l'archivage numérique. Par exemple, elle nous a donné des Word, des Excel, etc. Et nous, ce qu'on va faire dans cette deuxième étape, qui va se faire en fait automatiquement avec Document Feeder, c'est tout ce travail-là. Donc, du coup, on utilise cet outil qui s'appelle Document Feeder, qui est un outil web qui permet justement de définir en fait une suite d'étapes informatiques qui permet de passer de notre paquet qui a été préparé avec Packer vers un paquet qui est prêt à être archivé selon des demandes en fait qui sont dépendantes de l'archiviste et qui peut du coup varier d'un client à l'autre. Et nous, on propose évidemment déjà quelques procédures standards, mais qui peuvent facilement être adaptées. Donc, on va arriver en fait sur cette interface web qui est celle de Feeder, alors, ici en allemand, mais qu'on peut bien sûr mettre en français. Et on va avoir justement ce qu'on appelle les workflows, qui sont en fait des suites d'étapes qui vont transformer des paquets petit à petit vers un format qu'on peut archiver. Donc là, on va par exemple sélectionner ce workflow ici. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a juste à le démarrer et ensuite choisir notre petit paquet. Et on va ensuite pouvoir démarrer ce qu'on appelle en anglais un ingest, et du coup, qui va nous permettre d'ingérer en quelque sorte le paquet dans notre système de gestion d'archives. Alors, les étapes, je vais juste vous les présenter un petit peu en quelques mots, les grandes étapes que l'on fait et qui donc sont faites automatiquement lors de cet ingest, avec à chaque fois toujours cette petite analogie un petit peu avec les étapes qu'on ferait avec des archives papier. Donc, une première étape est un petit peu de regarder ce qu'on nous a donné comme type de format de fichier, parce qu'on peut définir plusieurs fichiers que l'on va vouloir accepter ou pas accepter. Dans le monde du papier, ce serait par exemple si d'un coup on a une archive qui se base purement sur des documents papier et pas par exemple des films, et que les films se relèvent plutôt par exemple de la médiathèque. Et donc là, cette première étape va vérifier qu'on a bien que des fichiers que l'on accepte au sein de notre archive. Ensuite, on a une deuxième étape qui va nous permettre de vérifier un petit peu l'intégrité des fichiers. Donc, de nouveau, dans le monde papier, plutôt de regarder s'il n'y a pas de page manquante, que les fichiers sont bien authentiques par rapport à ce qui était annoncé par le paquet que Gillian nous a préparé. Également vérifier qu'il n'y a pas de virus dans le paquet. Donc là, de nouveau, voir justement s'il n'y a pas de moisissure dans nos documents. Et ensuite, une étape justement un petit peu plus longue, un petit peu plus complexe, mais du coup qui est très intéressante de faire automatiquement, c'est vraiment cette migration de fichiers. Donc c'est un assez grand sujet, c'est quelque chose qui dépend un petit peu de l'archiviste ou des archives, parce qu'on peut définir des ensembles de règles plus ou moins compliquées par rapport à ce qu'on a envie. Mais l'idée, en fait, est vraiment de transformer nos fichiers, qui peuvent être parfois des fichiers de travail, que l'on utilise vraiment tous les jours, comme des Word, des Excel, etc., en des fichiers qui sont un peu plus adaptés à l'archivage sur le long terme. Donc, par exemple, l'utilisation du PDF Archive, qui est mieux que d'utiliser des Word pour l'archivage à long terme. Donc, ce qui est l'avantage d'utiliser Feeder, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de se préoccuper de tout ça quand on va préparer notre paquet à archiver, mais qu'il suffit juste vraiment d'avoir défini cet ensemble de transformations. Et ensuite, Feeder va s'en charger pour nous de transformer ces fichiers et ensuite de tout les mettre en œuvre. De nouveau, pour l'analogie, ce serait justement plutôt l'étape de reconditionnement des documents. Donc, on lèverait les agrafes, on les sortirait par exemple des classeurs pour les mettre dans des chemises, et ensuite dans des cartons, etc. C'est un petit peu ce à quoi correspond cette étape. Une fois qu'on a fait tout ça, en fait, on va pouvoir transférer justement les fichiers directement
dans notre dépôt d'archives qui s'appelle Fedora, dont je parlerai un petit peu plus tard. Et Fedora, en fait, dans ce cas-là, va nous donner une sorte de quittance qui va nous permettre ensuite de retrouver ce paquet d'informations, comme on le verra juste après. Et finalement, une fois que ce paquet d'informations a été transformé, a été prêt et a été mis dans le dépôt d'archives, on va aussi transférer justement les métadonnées et la quittance à potentiellement un système d'archivage d'informations, un système de gestion d'archives, un AIS par exemple comme Atom ou comme Scope ou comme DocuTeam WebGate, qui va pouvoir être utilisé après pour naviguer de manière un petit peu plus simple dans les métadonnées, retrouver le paquet d'informations. Donc là, correspondrait du coup plutôt à l'inventaire. Donc Feeder, ça se présente comme ça. Donc on a justement cette suite d'étapes que l'on peut suivre. C'est pas forcément quelque chose qui est utilisé par absolument tout le monde. Feeder, on a certains clients qui l'utilisent d'eux-mêmes, on a certains clients pour qui on fait nous-mêmes ce suivi-là. Potentiellement, ce qui suffit juste, c'est de déposer le paquet d'informations juste à un endroit dans une structure de fichiers, et ensuite Feeder va se charger automatiquement de lancer ce qu'on appelle des ingests. Et là, on peut en quelque sorte avoir un tableau de bord qui nous permet un petit peu de voir tous les processus qui ont été lancés, de voir si tout est vert, tout s'est passé bien, s'il y a du rouge, c'est potentiellement qu'il y a eu des erreurs et des problèmes. Du coup, là, on peut regarder un petit peu plus en détail les soucis qu'il y aurait pu avoir. Mais du coup, là, par exemple, tout est vert, donc tout va bien, et on a réussi à faire un geste complet de nos fichiers. Et donc, du coup, ce qu'on peut faire maintenant avec Feeder, donc, on voit que c'est justement une solution web assez simple à utiliser, relativement flexible, parce que justement, on peut vraiment configurer la suite d'étapes qui va nous permettre de transformer notre paquet qu'on aura préparé avec Packer vers autre chose. Ça permet justement aussi de bien vérifier que les paquets qui ont été créés à la main ou via un système de GED ou d'une autre manière, ils sont vraiment intègres et ils ont des formats qu'on accède au sein de notre archive. Ça permet de retransformer automatiquement et de manière traçable, parce que ça aussi, je ne l'ai pas précisé, mais comme avant avec Gillian, quand elle supprimait des choses, etc., ou qu'elle les transformait, nous aussi, quand on fait des transformations dans Feeder, on garde aussi la trace des changements qui ont été faits. Donc, par exemple, si on va transformer un doc en PDF, on garde aussi cette trace-là dans les métadonnées, parce que c'est quelque chose d'important. Ça va nous permettre aussi de pouvoir stocker ce paquet directement dans le dépôt numérique et de partager les informations potentiellement avec un système de gestion d'archives. Et justement, du coup, ça conserve toutes les traces de ces transformations. Alors, du coup, comme pour les archives papier, il faut aussi avoir un local d'archives adapté à nos archives. Et du coup, notre pendant numérique, en quelque sorte, est un dépôt d'archives qui s'appelle Fedora. Alors, si jamais vous cherchez des informations sur Fedora, vous risquez de ne pas trouver forcément les bonnes, en tout cas juste avec une simple recherche sur le web, parce que malheureusement, un autre projet a exactement le même nom. Alors, du coup, il faut plutôt le chercher avec aussi justement les entreprises qui le développent, du Rackspace et d'Irasis, qui sont des entreprises à but non lucratif, enfin, des organisations à but non lucratif, qui développent ce projet Fedora depuis 1997. Enfin, pas les entreprises, mais du coup, le projet existe depuis 1997, d'abord dans le milieu universitaire et ensuite a été repris par ces organisations. Ce projet, en fait, a pas mal de caractéristiques qui sont assez intéressantes pour la préservation à long terme, parce que c'est de nouveau un projet open source. C'est dirigé et utilisé par justement une communauté d'utilisateurs, une communauté d'institutions du patrimoine culturel, donc qui le fondent et qui du coup aussi a un mot à dire dans son développement, dans la direction qu'il prend, etc. C'est un projet qui est basé sur des normes, donc ça c'est toujours très, très bien, et aussi qui est interopérable. Et justement, il offre aussi des fonctionnalités assez importantes pour la préservation. Alors, je repasse en revue deux, trois choses, c'est pas forcément essentiel de tout comprendre, mais c'est quand même important de justement mentionner que c'est bien adapté justement à la préservation sur le long terme. Donc, par exemple, il va permettre de stocker les choses de manière assez prévisible sur le système de fichiers, c'est-à-dire que la manière dont les répertoires sont organisés sont faits de manière très prévisible, ce qui permet justement de savoir facilement où sont les fichiers. On n'a pas de surprise tout d'un coup. Il permet également de vérifier justement l'intégrité des données, soit quand on lui donne le fichier, mais également plus tard, sur le long terme. Donc, par exemple, on pourrait imaginer tous les 6 mois de vérifier qu'il n'y a pas de problème avec le système de fichiers, qu'il n'y a pas eu de corruption. Il trace aussi les changements comme les différents outils qu'on a mentionnés. Il offre la possibilité d'avoir des versions, de mettre à jour ou par exemple de restaurer à une version précédente un dossier ou un fichier. Et il a une gestion des importations et des exportations assez centrale.
Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce que justement, ça permet à Fedora de s'intégrer avec d'autres systèmes de préservation, de pouvoir facilement faire des backups, également d'éviter une certaine dépendance. Donc, si d'un coup, on a envie de sortir complètement de Fedora, vu qu'on est basé sur des normes et qu'en plus, on peut facilement exporter les choses, il n'y a pas de souci pour en sortir si jamais. Et également aussi, la possibilité d'importer est très importante parce que si on a des grands soucis et que tout d'un coup, un des disques durs meurt, bah, par exemple, on pourrait toujours réimporter toutes les données en cas de ce genre de souci. Alors, je voulais aussi quand même vous montrer un petit peu à quoi ressemble Fedora véritablement en tant que... C'est de nouveau une interface web, comme vous le verrez. Alors, comme un vrai dépôt d'archives, c'est assez central au processus, mais c'est pas très intéressant à regarder, ni très très pratique à utiliser. Et donc, pour l'utiliser, en vérité, on utilise plutôt justement des outils de gestion d'inventaire comme Atom. Mais alors voilà à quoi ressemble quand même Fedora. Donc, on a une interface web dans laquelle on peut aller chercher, par exemple, des objets. Donc, si on connaît les identifiants, donc par exemple ici, on peut aller reprendre dans notre processus d'ingest, on peut voir que à un moment donné, on nous donne un petit numéro de quittance qui nous permet de retrouver un certain objet. Et là, par exemple, je peux chercher pour ça et avoir l'information dans Fedora et voir à quoi il ressemble. Donc, on voit qu'on a plusieurs informations dessus. Également des informations EAD, comme justement le décrivait Julian, ou prémices, qui peuvent être utilisées. Et également, par exemple, si je prends ce petit numéro ici, on aurait un fichier PDF et on peut voir que également dedans les contenus, on a également le contenu original qui est le fichier PDF lui-même qui peut être retrouvé directement via Fedora. Après, c'est pas forcément quelque chose qui est directement utilisé parce que justement on passe plutôt par d'autres choses. Donc Fedora en fait est utilisé comme dépôt d'archives pour Feeder. Feeder va stocker les paquets qu'il a pu transformer dans Fedora. Ensuite, le dépôt Fedora lui-même, il répond en fait à beaucoup de nombreuses bonnes pratiques pour la préservation à long terme. Donc, c'est quelque chose d'assez sûr d'un point de vue informatique et qui offre de nombreuses fonctionnalités qui justement le rendent bien pour la préservation à long terme. Et au final, c'est quand même un dépôt qui est relativement peu utilisé directement par les humains, mais c'est ce qui va vraiment stocker nos données et nous permettre d'y accéder un petit peu plus tard par d'autres choses, comme par exemple Atom. Je te laisse de nouveau la parole, Gillian. Alors, je réactive le son et je repartage mon écran. Donc, par contre, il faut juste que je vienne ici aussi. Voilà. Donc, c'est bon, le partage est en ordre? Enfin, l'écran est partagé, ok, super. Donc, on va en effet voir comment est-ce qu'on fait pour consulter des paquets qui sont dans les archives. Donc, ici, si je reprends mon petit pointeur laser. Donc là, on est vraiment du côté utilisateur. Hein. Comment, en tant qu'utilisateur, je fais pour accéder à cette cave d'archives? Donc, en principe, je demande à l'archiviste s'il peut bien aller me chercher la boîte 328. Là, en fait, on peut directement les demander depuis l'interface. Alors, nous, enfin, je vous dis, ça peut être n'importe quel système de gestion d'archives. Ça pourrait aussi être un système de production, un système de GED hein, qui va chercher des paquets qui sont dans ce local d'archives et qui les ramène via l'interface, enfin, via via l'interface des systèmes de production, donc dans le système de GED ou d'une application métier. Là, on va prendre Atom, puisque c'est quand même Atom qui est largement utilisé, en tout cas par nos clients en Suisse romande. Alors, il faut que je partage maintenant Atom. C'est une vraie plateforme que je vous partage ici, une vraie plateforme de production, mais qui a justement cette connexion avec Cosmos. Donc, on va aller chercher ici. Je suis intéressée par une danseuse. Tiens, Gillian Murphy. Alors, je peux aller chercher. Voilà, on voit que là, on est en train d'ouvrir. Donc, je suis dans le prix de Lausanne. Je ne vais pas chercher le paquet qu'on vient de faire nous parce que voilà, on l'a pas mis dans une vraie plateforme de production. On l'a mis entre nous. Mais on peut chercher d'autres choses qui sont conservées là. Donc là, on voit qu'il y a un dossier Gillian Murphy qui existe. Là, on voit un peu l'arborescence qui a participé au concours en 1995, qui était dans les finalistes. On voit ici un peu qu'il y a apparemment 2 photos qui existent. Alors ça, c'est vraiment des vignettes. Donc, c'est des photos de consultation, enfin,
on va dire de mauvaise qualité, enfin de qualité normale pour voir, mais si j'ai envie de faire une projection sur le mur de ces images, ou si j'ai envie de faire un livre, je ne vais pas utiliser ces images-là. Donc, on voit ici un petit bouton DocuTeam-Bridge, c'est ce pont entre ma plateforme de gestion d'archives, enfin entre ma plateforme Atom ici, et ce dépôt d'archives. Donc j'ai qu'à cliquer ici, enfin j'ai envie d'avoir les 2 photographies, ou je peux aussi en choisir une seule, hein, et puis j'ai toujours ce même petit bouton, mais je vais prendre les 2, comme ça vous les aurez les 2. Je pourrais aussi très bien me mettre sur 1995, et puis j'ai toujours ce même petit bouton. Alors là, dans 1995, il va me chercher 100 photos, ça va me prendre un peu plus de temps, donc on va se concentrer sur Gillian Murphy. Voilà, donc vous êtes prêts? Je vais presser le petit bouton pour aller chercher dans le dépôt d'archives. Ça prend un petit peu de temps pour aller le chercher, mais ça va s'en venir tantôt. Si l'effet démo ne fait pas un effet démo, et voilà. Ouverture de DIP. Alors, DIP, de nouveau, c'est du jargon, hein, c'est pour dire un paquet qu'on va fournir à l'utilisateur. Je peux l'enregistrer quelque part dans mon système de fichiers si je veux. Là, je vais juste l'ouvrir avec l'explorateur Windows, et on retrouve le même type de répertoire que j'avais à l'origine quand j'ai versé, avec un répertoire ici qui a les vrais fichiers. Alors ici, il y avait 2 fichiers TIFF, un pour le recto, l'autre pour le verso. Et on a aussi fait des PDF concaténés avec recto et verso, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'informations sur ces fichiers. Et comme ça, l'utilisateur ici, qui est intéressé par ce fichier TIFF qui fait quand même son poids, pour sa publication, peut simplement l'utiliser. Et pour quelqu'un qui est intéressé de savoir qu'est-ce qu'on a fait sur ces fichiers, alors là, ils sont moins impressionnants que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Ouais, en fait, on va pas faire ça. Parce que on a fait, ça, c'est des fichiers qui sont issus de la numérisation, donc il n'y a pas tout le travail de tri, etc. Là, il documente juste que c'est Gillian Murphy, que c'est 1995, enfin que c'est en dossier, etc. Mais on a quand même cette petite étiquette qui est fournie directement dans le paquet, dans la boîte d'archives qu'on va fournir à l'utilisateur. Donc, j'aurais pu faire exactement le même geste sur 1995, et là, j'aurais eu la liste de tous les finalistes avec les images de tous les finalistes qui me seraient arrivées. Donc, je vais vraiment à l'endroit où j'ai envie d'avoir la boîte ou les documents qui m'intéressent. Donc, voilà comment consulter ces archives sans aller dans le dépôt d'archives. Donc, Atom, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, c'est un logiciel qui est open source, qui est développé par une entreprise au Canada, Artefactual, qui permet et de décrire des fonds d'archives, mais aussi justement de publier directement les inventaires, puis c'est une interface web. La plateforme est multilingue, donc là je vous l'ai présentée en français, mais en fait elle existe aussi en anglais, en allemand, en espagnol, portugais, tout ce que vous voulez. Elle supporte les différentes normes de description archivistique, en particulier ISAG, ISAR, CPF et puis ISDIA pour les services d'archives, aussi ISDF, mais je l'ai rarement vu, ISDF utilisé dans nos services d'archives. Et il y a ce projet Atom 3 qui devrait prendre en compte aussi les normes Records in Context dans un domaine de web sémantique de données liées. L'avantage d'Atom aussi, c'est que ça permet la gestion de dépôts d'archives multiples. Donc, on peut avoir une plateforme avec différents services d'archives. C'est en particulier ce qui a été fait dans les communes vaudoises, dans les communes genevoises. Je trouve que c'est un magnifique outil pour rechercher des archives sans se prendre la tête en disant est-ce que c'est dans la commune A ou dans la commune B. On sait que c'est sur Genève, on tape Gustave Ador et on voit que Gustave Ador, il a des archives autant à Colonie que je ne sais pas s'il en a à Chêne-Bougerie. Si Roxane nous suit, elle me tapera sur la tête ou pas. Mais enfin voilà, on n'a pas besoin de savoir où potentiellement il peut y avoir des archives. C'est une interface qui permet d'aller dans ces différents dépôts. Et puis, on peut aussi visualiser justement des objets numériques qui sont vraiment des copies de consultation. C'est ce que je vous ai montré avec ce petit carrousel. Alors, ce n'est pas des archives, c'est vraiment juste une photocopie qu'on a mis à disposition. Comme ça, vous avez un premier aperçu. Pour en savoir plus, il y a des liens ici qui renvoient vers le site internet de DocuTeam ou bien cette
cette page docs.docoutim. Là, c'est vraiment plutôt la documentation technique. Donc, vous pouvez sans autre vous amuser là-dedans. Et maintenant, je vous propose qu'on passe aux questions. J'affiche ça comme ça, si vous après